Hello les maîtres du jeu, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Rémi Vess pour parler de théorie polyvagale bien sûr, mais pas que, parce que mon invité a la même passion que moi pour l'apprentissage et a un parcours qui est vraiment impressionnant. Alors Rémi, tu es ostéopathe, tu as Oui, été formé à la micronutrition par une formatrice qu'on connaît bien tous les deux, donc on la salue si elle nous regarde, je ne vais pas la nommer. C'est oui, Déborah elle-même qui t'a initié à la théorie polyvagale, tu as c'est ça. exploré l'analyse transactionnelle, la communication non violente, la Oui. TPV croisée avec l'Internal Family System et la théorie de l'attachement avec l'intelligence relationnelle du docteur Ledoz que j'avais reçu sur cette chaîne. Tu Mhm. pratiques et enseignes l'approche des réflexes archaïques, on va en reparler. Autant dire que tu as fait plein de liens entre la TPV et toutes ces approches. Et je suis ravie qu'on puisse en discuter ensemble parce que tu le sais, j'adore faire des liens et mon audience aussi. Mhm. Alors, la première question d'habitude, c'est mission, présentation, mais là, je vais te demander plus spécifiquement, est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu es arrivé à la combinaison de ces formations et comment ta pratique s'est enrichie au fil des différentes clés de lecture? Et ben, par la curiosité, tout Hmm. a commencé par là. Déjà, enfant, j'ai toujours été curieux. Et quand j'ai fait mes études d'ostéo, c'était une ostéopathie et orientée posturologie. Donc, j'ai continué à creuser. Je me suis retrouvé à faire un DU, perception, action et troubles des apprentissages à Dijon, organisé par le docteur Carcia. Et là-dedans, j'ai croisé la route de Paul Landon, qui faisait sa première allocution à la fac, son premier cours. Et à la pause, j'ai été le voir, j'ai dit, quelle est la date de ta prochaine formation? Je veux la faire. Ah, c'est top. Parce que ben, la posturo, ça travaille tous les capteurs et tout le système mais de l'adulte ou de l'enfant, mais de l'état présent. Alors qu'avec les réflexes archaïques, on arrive à prendre la programmation du système moteur au début. Donc je Hmm. trouvais que c'était antérieur. Donc ça me paraissait d'une logique redoutable. Donc ça, c'est le premier lien avec les réflexes archaïques. Ensuite, j'ai entamé un parcours psy en faisant de la communication non violente, Mhm. avec une formatrice formidable, Isabelle Desplat, pour la nommer, elle, qui m'a un jour débloqué une situation en me faisant quelque chose qui était différent. J'ai demandé pareil ce que c'était. Elle m'a dit c'est de l'IFS, donc j'ai fait la formation. Au moment où, avec François Ledoz, au moment où il mettait en place son nouveau système d'intelligence relationnelle, Hmm. qui vient rajouter la corrégulation et une gestion des états un peu différente. Donc j'ai fait partie de sa première promotion, au même titre que Florence, que tu connais Oui, bien, Antoumoué. Florence Bernard, que j'ai interviewée Florence aussi. Florence Bernard, oui, on l'a faite ensemble. Et là, j'ai donc eu la chance de croiser Deborah Dana, Hmm. de suivre ces formations. Et j'ai fait le lien avec les réflexes archaïques parce que ben, il y a des choses qui matchent tout de suite. Et au fur et à mesure qu'elle parlait, je disais, mais ça correspond à tel réflexe. Ça, c'est tel autre. Donc j'ai été la voir. Elle m'a dit, ben, travaille. C'est intéressant ce que tu dis, donc cherche. Oui. Donc ben, je me suis mis un peu à chercher. J'ai pu avancer. J'ai pu échanger des mails avec Stephen Porges, Oh, qui a validé la démarche et le raisonnement en me précisant qu'au niveau embryologique, il y avait encore de la validation à faire. d'accord. Donc, ça, c'est toujours en cours de recherche. Hmm. Et ensuite, on a eu au cours de la formation une grosse formation sur la théorie de l'attachement. Hmm. Et ben, parler de la théorie polyvagale sans parler de l'attachement, ça me paraît compliqué, On est puisque d'accord. le premier socle de sécurité qui se met en place, si tout va bien, c'est l'attachement. Oui. Et avec les réflexes, sans un attachement sécure, c'est déjà plus compliqué pour Hmm, pouvoir hmm. exprimer et explorer tous ces réflexes. Et ensuite, pouvoir les intégrer correctement, quoi. Ok. Donc voilà, résumé, une partie des premiers liens que j'ai pu faire. J'adore. Je sais qu'il y a un proverbe japonais que j'adore, que j'ai mis sur mon CV.
On commence à vieillir quand on finit d'apprendre. C'est Et tu ça. l'incarnes tellement bien. Je suis pas prêt, ouais, à vieillir. Et J'adore. après, ensuite, j'ai fait aussi le lien avec une formation sur les hauts potentiels, Oui. les zèbres, les phylocognitifs, et avec lequel j'ai rajouté des liens, bien sûr. Oui. Je savais ce que je notais d'ailleurs à cette intervention. Ouais. Et puis la micronutrition vient, puisque j'en fais depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, vient compléter tout ça en apportant le versant nutrition pour avoir un cerveau optimisé. Alors, je suis sûre que là, les auditeurs ont envie d'apprendre de tout ça et qu'ils ont envie de toucher à tout. Rassurez-vous, on a plein de questions. Il va vraiment faire beaucoup de liens et beaucoup de croisements. Quand on a préparé l'interview, tu as insisté vraiment sur les interactions entre la théorie polyvagale et les réflexes archaïques, ce que Oui. tu mets en place aussi en échange avec Porges. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Déjà, c'est quoi les réflexes archaïques? Les réflexes archaïques, ça correspond aux premiers schémas moteurs qui se mettent en place in utero. Mhm. À partir de la cinquième semaine pour le premier qui est le réflexe de paralysie par la peur. Je vais essayer d'éviter les acronymes. Si j'en Vas-y. fais, tu me reprends, hein. Oui. Donc le réflexe de paralysie par la peur, qui est ensuite remplacé par le réflexe de Moro. Et après, il y a tout un enchaînement de réflexes qui se mettent en place, qui permettent au bébé de naître avec des programmes moteurs préprogrammés. Ces réflexes sont censés s'intégrer et être remplacés par des fonctionnements moteurs plus élaborés sur les 3 premières années, en gros. Certains vont subsister toute la vie pour nous permettre de fonctionner. Genre, le réflexe de parachute c'est intéressant qu'il reste toute la vie dans la mesure où quand on tombe, c'est mieux de mettre les mains par terre pour se D'accord, protéger. donc c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Ok. Et pour faire un premier lien avec la théorie polyvagale, faire ça, c'est aussi repousser l'autre et Exact. marquer ses limites. Oui. Ce qui permet de ne pas se sentir en insécurité, donc de ne pas monter dans le sympathique ou Hmm. descendre dans le dorsal. Oui, complètement. Voilà. Donc, ces réflexes peuvent se... Alors, c'est pas une thérapie, pour préciser quelque chose auquel Paul Landon, qui m'a formé, tient beaucoup. C'est un moyen d'évaluer l'état du système nerveux, Un peu comme la TPV finalement. un peu comme la TPV, d'une manière différente, puisque là, on passe par le moteur. Mhm. Et de savoir que le réflexe s'est intégré ou non nous permet de savoir si le cortex préfrontal a pu prendre le lead ou si on est resté en sous-cortical avec le lead par l'amygdale, par exemple, D'accord. sur un système de peur, fuite, combat ou filement. Ok. Pour que ce soit aussi visuel, quand tu parles des réflexes, enfin, des systèmes préprogrammés, c'est aussi là quand on donne le doigt à un bébé et qu'il agrippe, c'est ce genre de choses, c'est ça? C'est ça, ça c'est le Ok. réflexe d'agrippement qui se retrouve au niveau des mains avec la succion Oui. et au niveau des pieds. Et c'est Mhm. un réflexe qui nous vient de la phylogénèse. À l'époque où la phylogénèse, c'est l'évolution des espèces tout au long de l'histoire. Oui. Et à l'époque où on fonctionnait dans les arbres, quand maman sautait, il valait mieux s'accrocher. Donc Exact. avoir des Mhm. points d'ancrage très solides. Seulement, dans notre époque moderne, avoir ce réflexe, c'est un stimuli dans la paume de la main qui vient générer un serrage fort Oui. au niveau de la main ou des pieds D'accord. ou de la bouche. Quand on tient un stylo, si ça vient stimuler ce fonctionnement moteur-là, on se retrouve à serrer fort son stylo. Donc Ah, avoir des les gens crampes, qui sont crispés, les enfants qui sont crispés, c'est ça? ça peut être une des raisons, oui. Il y a D'accord. d'autres réflexes qui s'occupent du bras. Ouais. C'est genre le réflexe paume-bouche de Baquin, où quand on a un stimuli au creux de la paume de la main, on avance la main vers la bouche D'accord. et on incline la tête et on ouvre la bouche. C'est pour ça que tous les enfants prennent par terre et mettent à la bouche. C'est ce Ok. réflexe-là qui s'exprime. Et ces réflexes-là présentent le triple intérêt de contribuer grandement au développement moteur, Mhm. au développement cognitif, puisque le cerveau se construit aussi par le mouvement, Mhm. et au développement émotionnel, puisque Ok. chacun des mouvements réussis vient activer le circuit de récompense, et à l'inverse, les mouvements ratés
viennent activer le circuit de déplaisir. Donc on balance entre les deux et ça Hmm. permet, comme toujours, de faire la balance plaisir, déplaisir et d'apprendre à structurer le cerveau. Ok, Ça met d'accord. en place aussi les échanges cerveau droit, cerveau gauche, Oui. qui sont quand même assez importants, Hmm, de hmm. par la communication entre le cerveau émotionnel et le cerveau pragmatique et carré. Et comme d'habitude, l'idée, c'est d'arriver à un équilibre entre tout ça. Ok. Du coup, quand tu dis arriver à un équilibre, ça veut dire que si on travaille sur les réflexes archaïques, on peut réguler nos états, on peut ramener un équilibre de quelqu'un qui serait trop dans le sympathique ou trop dans le dorsal. Alors ça, c'est ce que j'ai expérimenté quand j'ai commencé à faire les liens entre réflexe archaïque et théorie polyvagale. Effectivement, dans la mesure où, comme le dit si bien François, le récit physiologique crée le récit psychologique, à Hmm, partir du moment où on arrive à ramener un mouvement joli, rythmé, régulier et facile, hmm. là-haut, ça s'apaise. Et donc, du Ok. coup, on peut sortir du sympathique pour arriver dans le ventral, quoi. C'est génial. Alors, on fait comment concrètement pour intégrer les réflexes archaïques? C'est quelque chose que tu fais en cabinet, c'est des choses qu'on peut faire nous-mêmes? C'est des choses qu'il vaut mieux pratiquer au départ avec quelqu'un de formé, dans la D'accord. mesure où, comme souvent, enfin, il y a deux publics pour les réflexes archaïques. Il y a les enfants, Oui. qui sont souvent 10, multi-10, TDA, HPI, enfin, qui ont tous des caractéristiques extraordinaires. Et quand ils arrivent en cabinet, ils arrivent après un certain temps d'échec. Oui, je vois. Et quand on leur dit, c'est pas de votre faute, c'est juste des branchements dans le cerveau qui sont pas faits, déjà on voit le Hmm. sourire qui revient. Il y Ah, a c'est une top. bonne part du travail qui est faite. Après, pour intégrer les réflexes, il y a plusieurs méthodes. La méthode que j'ai apprise avec Paul, ça peut être par des mouvements isométriques qui Ok. viennent refaire le mouvement après le stimulus, mais de manière correcte et bien faite, pour pouvoir ensuite faire le mouvement dans le sens inverse et ensuite choisir la stratégie motrice la plus adaptée à la situation. Parce qu'en fait, un réflexe intégré, c'est que notre cerveau soit capable, dans n'importe quelle situation, de choisir la stratégie motrice la plus sécure pour nous. Et on retombe sur la TPV. On a un rôle en tant que parent pour aider à intégrer les réflexes. Est-ce qu'il y a des choses à faire? Pourquoi on ne nous dit pas qu'il y a ces étapes-là à faire, ces phases à Ça, intégrer? je ne sais pas pourquoi c'est pas encore enseigné dans les écoles, parce que si dans les écoles, les enfants étaient testés et il y a des petits tests qui sont tout simples, ça Hmm, permettrait déjà d'identifier des enfants qui présentent des réflexes qui ne sont pas encore intégrés, hmm. mieux dire pas encore que pas intégrés, Oui, et du coup de les prendre en charge facilement avant qu'ils rentrent dans le circuit de l'échec. oui, mais oui. Et Ça c'est va. compliqué à faire bouger les choses, ouais. Tu vas interpeller tous les parents d'enfants atypiques, t'en as conscience. Et ouais, ben, j'en ai pas mal au cabinet déjà, mais c'est vrai que ça leur apporte beaucoup de choses à tous ces enfants-là et aux familles aussi, dans la mesure où ça ramène de la sérénité, ça donne des explications aux parents, ça donne de la sécurité à l'enfant, du coup ça harmonise la relation, ça Oui. la facilite et surtout ça permet en fait intégrer des réflexes archaïques chez un enfant atypique, c'est lui enlever des cailloux dans la chaussure. Hmm. C'est pas enlever sa problématique, Ok. c'est simplement lui enlever des cailloux dans la chaussure. Et Tu quand je dis retires pas le simplement, trouble 10, tu l'aides à oh, composer avec. voilà. Ok, Mais par contre, il n'a plus que le trouble 10 à gérer. je vois. Ce qui est quand même largement plus simple que de devoir gérer en même temps les mouvements de sa tête par rapport au mouvement Hmm. du corps, que la tenue de son stylo, que la position de sa langue dans la bouche, que la position de ses jambes sous la chaise. Quand on Oui, doit gérer tout ça, c'est beaucoup plus compliqué de se concentrer sur les tâches que nous demande hmm. le corps enseignant. Complètement. Bah, le fameux épuisement de suradaptation, j'imagine, qui doit être C'est ça, lourd de conséquences. Hmm. c'est ça. Ok. Donc, tu as mentionné les enfants, j'imagine ça veut dire qu'il y a aussi les adultes.
Oui, chez les adultes, j'y suis arrivé euh, quand en ostéopathie, je tombais sur des récidives fréquentes avec des gens qui bougent mal. Je me suis demandé si ça pouvait être des réflexes qui posaient un souci. Effectivement, ça arrive parfois que chez des Oui, adultes, il y ait des réflexes qui sont non intégrés, qui se réexpriment plutôt que non intégrés. C'est-à-dire d'accord. qu'en fonction du niveau de stress, ben, on perd la capacité d'accéder à son cortex préfrontal et de nouveau, on repasse en sous-cortical et là, les réflexes peuvent s'exprimer. Ça peut arriver après un gros traumatisme émotionnel Ah, c'est ce que j'allais te demander. ou un gros accident. Et chez les sportifs, on peut aussi affiner certains gestes Je vois. parce que la régulation des réflexes archaïques permet une régulation du tonus Hmm, musculaire et du coup une équilibration entre les muscles agonistes et les muscles antagonistes, d'accord. ce qui permet d'ajuster le geste. Ok. Un tennisman qui a un réflexe d'agrippement, par exemple, encore présent, Ouais. et quand il monte en match, il est Mhm. forcément dans le sympathique, Oui. mais le Avec un sympathique peu de joue ventral. avec de ventral, c'est ça. Oui. Sauf que s'il perd trois quatre points d'affilée, il fait deux Oui. trois doubles fautes, il Mhm. va perdre le côté ventral, il va passer dans le côté dorsal. Et Oui. là, il va y avoir des tensions qui vont se mettre en place au niveau de son avant-bras Je vois. par le réflexe d'agrippement qui va pouvoir se réexprimer. Et Mhm. du coup, en lui apprenant, lui, on n'a pas à réintégrer le réflexe, on a juste à lui amener de la sécurité pour qu'il puisse gérer et à décoder son corps Ouais. pour qu'il puisse, que ça lui serve d'alerte. Quand il sent que ça commence à Oui. tétaniser là, il se dit, ah là, je suis en train de sortir du sympathique jeu et de passer dans le sympathique dorsal. Ouais, donc ça donne des indicateurs corporels pour prendre conscience de son état TPV. C'est super Tout à intéressant. fait, c'est Faudrait ça. nous faire une liste par état. Je ne l'ai pas encore faite, celle-là. Tu me connais Ça un peut peu. être une Je peux idée. faire des supports. Ouais, ouais. Super, super intéressant. Et donc, Oui, vas-y, excuse-moi. l'adulte non sportif, je me suis aperçu, parce que je reçois aussi des patients en tant que psychopraticien, Mhm. que quand il y avait des exilés qui sortaient ou des choses comme ça, qu'on arrivait à une étape dans le traitement, c'était important d'ancrer ce changement au niveau, du niveau cérébral dans le corps. Mhm. Et le fait de repasser par les premiers schémas moteurs qui nous ont construits facilitait cet ancrage. Ça, c'est ma pratique qui me l'a amené. Et on peut passer par le tai chi, par le qigong, par la varap, par des choses comme ça. Mais le fait de repasser par les premiers schémas moteurs, ça reconstruit toute notre ontogénèse. Donc, je pense que ça permet de reconstruire après un largage émotionnel important, par exemple. Et d'éventuellement corriger un attachement qui n'aurait pas été sécure. Alors, il y a moyen de travailler sur l'attachement, oui. Euh, Pas sur la structuration même, à partir de 3 ans, le modèle interne Oui. opérant est en place et il est difficile à moduler. On peut Mhm. apprendre à faire avec, on peut apprendre à le gérer, mais le modèle interne opérant, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'état d'attachement dans lequel on s'est construit sur les 3 premières années de la vie. Il y Oui, a 4 types d'attachement, attachement sécure, attachement anxieux évitant, anxieux ambivalent et désorganisé. oui. Ça, Et ça ça se met en visuel, place. je mettrai un visuel dans l'article. Voilà, ça se met en place sur nos 3 premières années. Et après, pour avoir un attachement sécure, il faut que 4 ou 5, selon les gens qui en parlent, besoins sur les 7 qui sont identifiés soient remplis. Donc, je me suis aperçu qu'à l'âge adulte, il était possible d'aller vérifier le niveau d'ancrage de ces 7 besoins par des tests, de travailler sur ces 7 besoins par des méthodes de régulation neurovégétative. Et donc, par là, je présuppose améliorer le niveau de sécurité. Pas changer l'attachement, mais à partir du moment où on arrive à travailler adulte sur ses besoins, Ouais, ça limite certaines sources de stress, quoi. j'entends.
Tu fais bien de le préciser parce que j'ai un discours qui est un peu trop optimiste, du coup, où je dis qu'on peut remettre de la sécurité dans un attachement assez insécure. C'est peut-être mal formulé. Non, c'est assez juste. Pour y être passé, j'avais un attachement évident. Je le vois maintenant arriver. Je vois arriver les signes et Oui, j'arrive à les réguler beaucoup plus en amont. oui. Ça évite des situations qui peuvent devenir conflictuelles et ça permet de gagner en sérénité quand même. Donc, ça ramène de la Oui, sécurité dans mon système, oui. là, j'entends. Ouais. Ok, c'est plein d'espoir. Donc, quand tu parles de lien entre TPV, réflexe, théorie de l'attachement, c'est ça, en fait, c'est en jouant sur un, on peut réguler les autres, ou comment tu le formulerais? Mais je pense effectivement, qu'en régulant au niveau de l'attachement, on amène de la sécurité dans le système, donc on vient jouer sur la TPV, et à partir du moment où on se sent en sécurité, il est beaucoup plus facile de bouger correctement. Oui. Donc, ça vient faciliter la motricité et l'intégration, si nécessaire, des réflexes. Mhm. De l'autre côté, en travaillant sur les réflexes, on gagne en sécurité. On gagne aussi en attachement dans la mesure où le lien avec les parents ou avec la personne avec laquelle on est facilité. Du coup, ça s'améliore. Et le dernier lien à faire entre les réflexes et l'attachement, ça se met en place tout petit. Et même après, entre deux adultes, quand le mouvement est fluidifié, quand on est à l'aise avec son corps, c'est Mhm. quand même plus facile. Ouais, ben, j'entends bien. Est-ce qu'adulte, on peut avoir des réflexes qui n'ont pas été intégrés et qui bloquent encore, qui feraient difficulté Qui se d'engagement? réexprime, ouais. Je Qui reste se avec mon réexprime. autisme, j'ai des réflexes qui sont pas assimilés, qui fait que j'ai du mal dans les interactions ou c'est pas lié. Si. C'est possible. Avec l'autisme, c'est surtout l'hypersensibilité, je pense, qui pose Mhm. problème au niveau des interactions. Et l'hypersensibilité s'exprime au niveau aussi de certains réflexes, puisque certains réflexes sont à stimuli sensoriel. Mhm. Et donc, quand il y a hypersensibilité, ça flambe rapidement, quoi. J'entends. Donc, quand tu n'es pas en stress, ça doit fonctionner correctement, mais dès que le niveau de stress augmente et dépasse ton seuil de Mhm. tolérance, là, les réflexes doivent se réexprimer, ouais. Je vois. On reparlera des profils neuroatypiques. J'avais une autre question. Tu sais que mon sujet principal, c'est le stress et le burn-out. Mhm. Est-ce que toi, tu as une lecture du burn-out qui croise ces approches? Est-ce qu'on peut faire un lien entre l'ostéopathie, les réflexes, l'attachement ou la TPV pour expliquer qu'on va jusqu'à l'épuisement? Est-ce qu'il y a des profils à risque qui seraient liés à une mauvaise intégration des réflexes ou un mauvais attachement? Avec l'attachement, je pense, oui. Ça me, D'accord. ça me paraît être une des pistes que j'ai le plus souvent rencontrées, puisque mais quand on a un attachement sécure, on fait ce qu'on a à faire, et puis c'est bon. Mais quand on Oui. veut la reconnaissance du père ou de la mère, on est Mhm. prêt à se sacrifier pour pouvoir l'obtenir. Oui. Du coup, je pense qu'on dépasse ses limites. Mhm. Ensuite, au niveau de la TPV, dans le ventral, il doit pas y avoir beaucoup de burn-out. On est d'accord. Donc, c'est ou des états sympathiques ou des boucles sympathico-dorsales et on essaie de s'en sortir par l'hyperactivité parce que ça vient combler cette peur-là de se retrouver seul, de se retrouver désœuvré. Puisque quand on est désœuvré, on est on est souvent seul avec soi-même Oui. et du coup, ça fait peur. Donc, Mhm. c'est ce type de profil-là, ouais. Et les réflexes peuvent servir plutôt après, une fois que le diagnostic et le traitement commencent à être mis en place, Ok. pour réapprendre à utiliser son corps en repartant D'accord. des bases. Donc, tu attends que la personne ait décompensé pour intervenir. Mais ça dépend quand je les reçois, puisque moi, Oui. Bon, en général, on voilà. les a après, c'est le problème sur le Oui. burn-out, hein. Quand j'ai des patients, mon panel de patientèle, c'est le plus important, c'est l'ostéo. Oui, Quand j'ai des patients qui arrivent et que je sens que c'est en train d'arriver, parce que oui, souvent je rajoute la micronutrition, je fais des oui, enquêtes et je vois bien qu'il oui, y a des carences qui sont en place. oui, Je m'efforce d'informer et là de passer par le corps oui, pour essayer de leur apprendre certaines techniques pour réguler leur sympathique. oui, Et je propose des exercices de mouvement rythmique qui viennent
permettre, par une saturation du système, par une saturation des informations qui arrivent au système nerveux et qui viennent après générer une bascule en parasympathique, donc ils viennent calmer le système. Mm, mm. Mais ça dépend dans quel état je les reçois. Oui, oui, je vois. Et je rajoute souvent la micronutrition parce qu'il y Oui, a une supplémentation qui vient bien aider. Et avant, c'est plutôt des plantes adaptogènes oui, pour leur permettre d'arriver à gérer la situation et à prendre du recul. Et après, c'est toutes les carences qui se sont mises en place avec le burn-out parce que forcément, fonctionner sous cortisol, adrénaline pendant des lustres, on est d'accord. et un peu le système. Oui, je pense qu'on a des questionnaires en commun pour aller Oui, regarder. Et oui, effectivement, il y a des effondrements qu'on retrouve après chaque burn-out, qu'on peut complémenter. Euh, c'est intéressant parce que les plantes adaptogènes, enfin, tu sais, je bossais pour un labo de complémentation oui, et c'est difficile de leur vendre de la TPV parce qu'il n'y a pas grand-chose à vendre autour, à part peut-être des plantes adaptogènes. c'est ça. C'est pas Autour de la si. TPV, oui, moi je fais le lien avec les plantes adaptogènes et la rhodiole Ouais. est devenue mon ami. Ah, je préfère la ashwagandha. Alors, je sais pas pour toi. Moi, la rhodiole, ça me met le cerveau dans le cirage, j'aime pas du tout. Moi, je l'ai utilisé dans mes périodes de stress, quand je dois préparer des cours ou des Ouais. choses comme ça, et j'ai bien aimé. Et la ashwagandha, elle n'est pas au labo. Et oui. Je l'ai essayé sur d'autres labos, mais j'ai pas approfondi encore. Ouais. Là, je suis en train de la tester sur un autre labo, on pourra en discuter. Mais oui, enfin, c'est aussi l'intérêt de tester. Mais oui, on peut soutenir le système nerveux avec les plantes adaptogènes. On parle beaucoup de stimulation du nerf vague. On en reparlera justement des outils, mais il y a aussi ça. Parce que là, ça me permet de rebondir, parce que quand on est dans un système d'hyperactivité, il y a souvent des bugs immunitaires qui commencent à se mettre en place. Oui, S'il y a des bugs immunitaires au niveau digestif, on a souvent une dysbiose, une perturbation de la flore qui se met en place aussi. Du oui, coup, une hyperperméabilité intestinale avec un passage d'endotoxines et de diverses particules qui peuvent passer la barrière hémato-encéphalique et générer du coup une neuroinflammation cérébrale, alors, je vais, laquelle vient augmenter la perturbation du burn-out. ouais, si tu permets, je vais le retraduire un peu plus simple. Donc, quand on est stressé, on a une inflammation des intestins qui vont Oui, laisser passer une partie de ce qu'on ingère qui ne devrait pas circuler, mais qui arrive à passer, qui va générer une inflammation dans l'organisme. Et cette inflammation peut aller jusqu'au cerveau. Et oh, c'est là c'est qu'on va ça. voir des maladies inflammatoires, auto-immunes, fibromyalgie, ce genre de choses, La thyroïdite, thyroïdite, Hashimoto, ouais. voilà, Hashimoto. Et on a vu aussi que la dépression pouvait être liée à cette inflammation quand elle passe cette barrière hémato-encéphalique. Donc, quand on dit que stress égale burn-out, le burn-out, c'est une pathologie parmi d'autres. C'est Et on ça. peut avoir plein d'autres manifestations de ce stress chronique. Et souvent, quand on récupère des gens après un burn-out, il y a d'autres pathologies qui se mettent en place, souvent C'est ça, auto-immunes. Parce que exactement. l'immunité, peu de gens s'en occupent. On est d'accord. Là, peu de gens la prennent en compte, en fait. Personne n'a fait le lien entre. Enfin, si, les C'est médecins, Denis. parce qu'on l'observe, mais stress et immunité, c'est pas dans le discours psychiatrique de lecture du burn-out. Et je ne critique pas, on a besoin des deux. Oui, Justement, on a besoin de recroiser les deux. mais pour aider ce type de public-là, il faut une approche multiprofessionnelle. Donc, parce qu'il faut de la micronutrition, il faut un travail psychothérapeutique, il faut passer par le corps pour se Une réapproprier. approche, ou alors des gens comme toi. Parce que Ou tu es alors des allé gens qui voir ont plusieurs casquettes, tout oui, le spectre, en fait, de ce qui est c'est ça. impliqué et impacté. Et qui peuvent après orienter, déléguer en fonction de l'importance des problématiques, oui. Exactement. Ouais. Mais c'est bien de le lire. Oui, Le burn-out, c'est souvent multifactoriel. Il y a des conséquences multiples au stress, dont le burn-out, mais pas que. Et il y a des personnes qui auront d'autres pathologies suite à ça. Il faut vraiment des gens qui sachent lire ça, qui sachent faire les liens entre les conséquences du stress au niveau de l'organisme. Et ça, on le fait en micronutrition, on le fait en médecine fonctionnelle, mais tous les médecins ne l'ont pas. Donc, oui. Parce que au niveau digestif, ça a forcément une influence sur le nerf vague, puisque oui, c'est le principal moyen de communication entre le système nerveux entérique et le cerveau. oui. On peut ramener du ventral tous les jours. Si au niveau digestif, ça fonctionne pas, on va ramer quand même. Alors ça, c'est de la grande discussion qu'on a régulièrement avec Eric Marien, qu'on connaît bien aussi tous les deux.
Oui, C'est quid de la dysbiose et du stress chronique? Qui c'est qui commence entre les deux? Et on ne sait pas trop. La seule hypothèse, on est plus ou moins d'accord, c'est qu'une personne qui sera dans le vagal ventral aura beau avoir une dysbiose, ça ne va pas somatiser. Mais, c'est ça. ouais, mais voilà. Mais c'est une vraie question. On parle beaucoup du microbiote. Ça a été la grande tendance il y a une dizaine d'années. Ça l'est un peu moins maintenant. Le nerf vague est en train de prendre la Oui, place tendance du moment. Mais il y a tout ça qui rentre en compte. oui, et en fait, je me pose plus la question de savoir la poule ou l'œuf. Mm. Je m'occupe des deux Oui, de toute parce façon, que il faut remettre de la sécurité. en potentialisant les approches, on arrive Exactement. à avoir un impact plus important, je pense, Oui, ouais, en associant les complètement. approches plutôt, Mm. ce qui permet de potentialiser les résultats. Exactement. Et c'est bien justement d'avoir ces clés de lecture-là parce que tu arrives à les croiser Hmm. et, et à prendre une approche qui est vraiment globale. Ben, Justement, ouais. avec les enfants TDA, par exemple, on peut faire le travail qu'on veut. S'ils continuent avec un litre de coca par jour, plus un pot de Nutella, ça va être compliqué, puisque le C'est sucre clair. est un excitant au niveau cérébral. Oui. À un moment donné, il faut se poser la question, et si on ne met pas d'oméga 3 non plus, à un moment Mm. donné, il faut se poser la question de la régulation alimentaire, quoi. Ah ben, un gamin qui on donne pas de bonbons, et enfin, c'est ce que je fais avec mon enfant quand il revient d'une fête à l'école ou d'un anniversaire, j'ai un Gremlins. C'est C'est ça, pas possible. c'est ça. La transformation, c'est la même, ouais. Entre le Mogwai et le Gremlins, il y a le sucre. Exactement. Et ben Pas justement, l'eau, c'est le sucre. je les ai là, je les avais dans ma dernière vidéo. Oui, je les Là, ai c'est vus, j'ai sans trouvé le ça sucre, excellent, ouais. ça, c'est avec le sucre. C'est ça, c'est ça. Alors, on va parler prise en charge. On a parlé de l'intégration des réflexes. Tu as parlé aussi tout à l'heure de mouvements rythmiques. Est-ce que tu as d'autres outils et pratiques pour aider à réguler le système nerveux et sortir du dorsal ou du sympathique chronique? Oui, il y a une technique qui nous est venue des États-Unis par un ostéo français, qui est une régulation neurovégétative, Bruno Chicli, D'accord. qui est une régulation neurovégétative qui permet d'équilibrer le sympathique et le parasympathique en fonction du niveau de perturbation. Et donc, Ok. ça peut permettre de travailler sur les réflexes comme de travailler sur d'autres dysrégulations neurovégétatives. Ok. Et c'est intéressant. Les mouvements rythmiques permettent de poser le système. Ça, c'est pour le travail sur les réflexes. Et après, un travail en TPV en ramenant de la sécurité dans un système par une bonne corrégulation, ça permet de réaccéder à son self Mm. et de pouvoir de nouveau venir arbitrer ces parties qui sont devant, Exactement. pour parler un peu d'IFS. Oui. Ah, c'est super puissant, en fait, j'adore. Je vais me former avec François Ledoux, je sais pas quand, mais je sais plus, je l'ai fait. Nous, dans le certificat, il nous parlait aussi des mouvements bilatéraux, où tu fais de la stimulation en alternant un côté puis l'autre, donc soit en papillon comme ça ou sur les bras. Et, du coup, Et j'ai ça, je pense testé. que c'est parce que tu viens activer les connexions cerveau droit, cerveau gauche et qu'il y a une régulation qui se met en place petit Oui. à petit. Et Mm. du coup, ça crée une balance. Et au début, ça peut être comme ça et ça finit par arriver à l'équilibre. Et à partir du moment où on est à l'équilibre, on est en régulation Ah, je vois. sympathico-tonique. Je Mm. pense que c'est ce principe-là, ouais. Il y a aussi le principe du son. Oui, on en reparlera. J'aurai une interview avec Nico Milantoni très bientôt. Milantoni, c'est Hyperion Oui, qui a formé Eric. Ouais, c'est ça, ouais. oui. Et oui, c'est super puissant la musicothérapie. Et il y a la musique polyvagale dont Porges nous parle depuis quelques mois et qu'on verra au congrès polyvagal dans 2 semaines, au mois Oui, de juin, et qu'on pourra l'écouter. Non, il se passe plein de choses. ok. Alors, il se passe plein de choses. Est-ce qu'il se passerait pas trop de choses? Parce qu'en ce moment, il y a une tendance nerf vague sur les réseaux, Oui. stimulation du nerf vague, régulation du système nerveux. Qu'est-ce que tu penses des applications de yoga somatique qu'on voit sur les réseaux ou des autres pratiques pour réguler le système nerveux qui sont parfois un peu violentes, genre les bains glacés, ce genre de choses? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Wim Hof, c'est intéressant, mais c'est toujours pareil. Il faut faire attention à qui le fait et comment le faire. Ouais. Parce que quelqu'un qui est dans le dorsal et qui va se mettre dans une baignoire de glaçons, ça va pas le faire.
Il va y avoir un problème. De la même manière que quelqu'un qui se met à faire du yoga alors qu'il est dans le sympathique, c'est pas la technique qu'il lui faut. Oui, Je pense que pour réguler des états, il faut d'abord partir de l'état dans lequel on est, en prendre conscience, l'accepter et après, petit à petit, essayer de modifier la chose pour aller vers un peu plus de confort, un peu plus de sécurité. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. oui, Pour moi, hein. oui. Dans Power, il y a un préparateur mental donc, qui accompagne des sportifs et qui utilise la méthode Wim Hof et les bains glacés, mais on est dans une logique de performance. On Oui, n'est pas sur des personnes qui sont traumatisées, déconnectées de leurs états et pour qui l'expérience pourrait être un peu trop violente. c'est ça la problématique. Après, le yoga, j'ai testé perso sur moi, c'est compliqué parce que je suis quand même assez dans le sympathique. Souvent je, en médecine chinoise, c'est Shaoyang, je crois, l'état. Hmm, Ben, le yoga, non, ça me va pas. hmm. Par contre, j'avais testé celui qu'Eric propose Oui, et j'en fais régulièrement des bouts au cours de ma journée de travail d'ostéopathe. Et effectivement, ça permet de lâcher certaines tensions. Ouais. ouais. Je l'avais Mais illustré. Ouais. au-delà d'une technique particulière, je pense que le fait de s'occuper de soi, c'est ça le plus important, quel que soit le Hmm, biais. hmm, hmm, Parce que ça veut dire déjà qu'on fait attention à soi, ça veut dire déjà qu'on a du recul et qu'on voit que c'est ces parties qui s'activent devant. hmm. Donc après, c'est beaucoup plus facile de fonctionner comme ça, quoi. Bah, vraiment, l'idée, enfin, c'est ce que j'invite à faire, si on teste les outils sur soi, on voit comment on y réagit, c'est comme ça qu'on voit quels sont nos outils à nous. Enfin, je sais que les gens sont friands d'outils, mais il n'y a pas de réponse universelle. J'avais essayé le yoga somatique sur une appli parce que j'ai des problèmes de poids, en me disant peut-être qu'il y a un blocage. Alors déjà, ça ressemblait pas à du vrai yoga, c'était des mouvements très simplistes, et j'ai eu aucun effet. Enfin, Hmm. c'était vaguement apaisant, mais ça, c'était des Ouais. fausses promesses. Une routine de mouvement rythmique matinale, ça peut être intéressant aussi. Et une routine de mouvement archétypaux qui permettent de retyper notre évolution, c'est-à-dire commencer par un peu de ramper, passer par un peu de quatre pattes, passer par la marche de Mowgli, et après se redresser. Ça permet de retyper toutes les étapes de notre évolution. T'as conscience que tu vas être obligé de nous faire une vidéo démo, là? Ouais. À moins que tu en trouves une sur Internet et je la relayerai. Ouais, je vais regarder si je trouve ça. Oui, je pense que c'est possible. Ouais. D'accord. Parce Je pense que que c'est enfin, je possible. vois des images de façon en parcours commando, ça a l'air marrant. Alors, c'est pas le parcours commando, parce que le parcours commando, on a les deux mains comme ça, alors qu'il vaut mieux avoir les mains comme ça. Et puis, il faut D'accord. vraiment bien croiser et surtout lever la tête. Parcours commando, c'est tête baissée. D'accord. Si on prend un mur, on vérifie après. Alors que le déplacement du rampé au départ, Bah euh, oui, il- le bébé, il soulève pas encore. Il fait comme ça, oui. on regarde son Oui, objectif. oui. Il voit la babane. Parce qu'avant le mouvement, c'est l'objectif. C'est l'objectif qui va générer le mouvement par Mhm. une activité posturale anticipatrice au niveau du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau va faire le mouvement dans le vide, voir si c'est réalisable. Et Yes. après, le bébé va se lancer. Et c'est pour Mhm. ça qu'au début, les bébés se lancent de façon rythmique et répètent 50 fois le même Mhm. mouvement. Comme un chat avant de s'élancer, en fait. On voit C'est ça. qu'il prépare le truc jusqu'au moment où il y va. Ouais. Et alors, chez le bébé, il y a deux objectifs. Le calibrage du système tonique, c'est-à-dire j'y vais pas, ça me permet de calibrer mes muscles. Ça permet de calibrer l'oreille interne dans les D'accord. trois plans de l'espace. Mhm. Et ça permet de vérifier s'il y a quelqu'un qui regarde, genre maman au début, et si elle est là pour regarder que tout va bien se passer. Et surtout, une Mhm. fois qu'on atteint l'objectif, si elle vient valider Ah, pour combler un des sept besoins de l'attachement, être vu et reconnu et entendu. c'était génial. Pourquoi on nous explique pas ça? Oui. Mhm. Top. Merci beaucoup. On a un peu parlé de micronutrition. Est-ce qu'il y a des clés micronutritionnelles pour retrouver un équilibre harmonieux du système nerveux? On a parlé des plantes adaptogènes. Est-ce qu'il y Oui. a des clés alimentaires aussi, ou des compléments particuliers autres que tu n'aurais pas cités? Les oméga 3 Oui. qui sont hyper importants au niveau cérébral, le magnésium, Mhm. qui est hyper important aussi, et surtout éviter tout ce qui peut être nocif, quoi. L'alimentation ultra transformée, qui est ou trop sucrée ou trop salée, voire les deux, Oui.
et qui vient générer des perturbations et fatiguer le système et rajouter du stress. mm, complètement. Parce qu'en plus, on n'est pas programmé pour cette alimentation ultra transformée. Oui, Et un des quatre facteurs du stress, c'est la nouveauté. Les quatre facteurs du stress, c'est le contrôle, oui. l'imprévisibilité, la nouveauté et l'atteinte à l'ego. Au niveau de l'assiette, il n'y a pas trop Et ça d'atteinte à fait l'ego. Par ciné, contre, c'est marrant. c'est ça. C'est ça. Et oui, donc c'est plus des choses à éviter, être le plus sain possible et pour moi le plus varié possible. Oui. Manger coloré, moi j'aime bien ça. Voilà, ouais. Ça amène les antioxydants, ça amène tout ce qu'il faut, et compagnie, ouais. Après, au niveau protéines, c'est chacun en fonction de sa culture et de ses envies. Mais à la base, on était omnivore, quoi. Oui. Mm, mm. Ok. Alors, dernière question, on en a un tout petit peu parlé, j'ai dit qu'on allait y revenir et ça va forcément parler à mon audience. Les profils effervescents, au potentiel, hypersensibles, est-ce qu'ils ont des déséquilibres spécifiques du système nerveux ou des problèmes spécifiques d'intégration de réflexes? Est-ce qu'il y a un accompagnement particulier pour ces profils-là? En tant que zèbre, il y a souvent une hyperactivation sympathique, oui. Et le bon côté de la chose, c'est sympathique ventral. Mhm, Et le mauvais côté de la chose, c'est sympathique dorsal. mhm, C'est au niveau du travail, c'est des profils particuliers dans la mesure où il faut pouvoir les suivre au départ, c'est-à-dire les prendre là où ils sont, oui. rebondir avec eux, jouer au ping-pong pendant un certain temps avant qu'ils gagnent en sécurité Mhm, et en confiance. Et du coup, après, on peut se poser. Pour en avoir eu plusieurs au cabinet, les parents me disent, mais comment vous faites pour les calmer comme ça? Et si, souvenez-vous du début de la séance. Début de la séance, ça part dans tous les sens. Et je suis. Et petit à petit, et par mon langage et par un langage corporel, non verbal, puisque 80, un peu plus de 80% de la communication passe par le non verbal, les gamins sentent que moi je suis en sécurité et que j'ai pas de soucis. Donc petit à petit, ils viennent se poser. mhm, Après, les conseils avec le système scolaire dans lequel on évolue, c'est compliqué, quoi. Parce qu'on leur donne pas à manger suffisamment pour les nourrir On est d'accord intellectuellement. que tu parles de toutes les nourritures, oui, c'est ce que tu voulais dire. Oui, Oui. oui, non, je parle de nourriture intellectuelle, là, oui. 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 Et ben, du coup, quand un haut potentiel s'embête en classe, ou il va aider ses petits copains, ou il met le sou dans la classe pour se faire remarquer et dire, je suis là. Ou alors, et c'est le cas de la plupart des filles, hélas, on va s'effacer, C'est ça. on va rentrer dans un masque de normalité, tendance, superfection, et Ouais. ça fait des personnes totalement dissociées qui vont se prendre un burn-out à force de suradaptation, comme C'est ça. Elsa dans La Reine des Neiges. Ces personnes-là que moi je vois beaucoup dans Mm. mes accompagnements. Oui. Oui, et ça c'est une autre problématique, ouais. Mhm. Mais là après, il n'y a pas de solution miracle, quoi. C'est vraiment du cas par cas. Parce que les décompensations peuvent se faire ou par un trop-plein qui arrive, ou lorsqu'il y a de gros changements dans la vie, genre une naissance Oui. pour les femmes, ou des gros changements professionnels pour les hommes. Mhm. Ce qui vient générer après une perturbation au niveau immunitaire sur un terrain qui est déjà déséquilibré, et hop, tout le système se met en route. Oui, je vois. Genre, est-ce que tu dirais qu'un burn-out parental, ça peut être la traduction de toutes les années de suradaptation d'avant, où chez les messieurs, on voit beaucoup. Mon papa, c'était le cas, il est tombé malade à la retraite parce qu'il a Mhm. enfin ralenti et C'est pouf, ça. cancer, et ça a été Sauf super qu'il ne pouvait pas rapide. ralentir. Ah oui, c'est ça. Et euh, les parents qui sont dans le sympathique ont du mal à avoir des enfants dans le ventral. Oui, Donc, du coup, les forcément. enfants sont aussi dans le sympathique et tout le monde Mhm. Mhm. fait monter la sauce. Exactement. Sauf que l'enfant, lui, a priori, il a que lui à gérer quand tout se passe à peu près bien. Mhm. Mais il se retrouve du coup avec des parents dérégulés. Oui. Et Donc, ça fait de la parentalisation précoce sur nos profils. c'est ça. Mhm.
Ah, alors c'est rigolo qu'on a, parce que c'était pas prévu cette partie-là, mais tu verras aujourd'hui, je sors une vidéo d'introduction sur le burn-out parental et j'interviens sur le sujet là fin juin pour un sommet en ligne. Et justement, D'accord, si super. ça vous interpelle, bah, ça, on va le reprendre, on va le creuser. Ouais, Mais c'est vraiment des sujets qui sont passionnants et quand bien même, enfin, ça va pas, c'est pas un outil de sauvetage, de miracle, ça donne une clé de lecture, la TPV. Et oui. du coup, même quand on est neuroatypique, bah, comme pour tous les mondes, on va comprendre nos modes de réaction, on va comprendre comment on a besoin d'être nourri, euh, et ça aide beaucoup pour ça. Mais ça, ouais, le maître mot, c'est sécurité, quoi. Ça ramène de la sécurité dans le système. Mm, Et mm. du coup, une des belles définitions de Déborah, je ne sais pas si elle vous l'a donnée de la TPV, c'est la science de se sentir assez en sécurité pour aimer la vie et prendre le risque de la vivre. Exactement. Et ça, c'est superbe, quoi. Ouais. Et les réflexes archaïques rentrent tout à fait là-dedans. Mm, Puisque les réflexes archaïques, c'est oser prendre des risques d'un point de vue moteur quand on est un bébé, et du coup, arriver à progresser, donc vivre. mm. C'est super intéressant. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment on fait si on veut travailler avec toi, sachant qu'il y a tous les parents d'enfants atypiques qui vont vouloir te contacter, tu as les sportifs qui vont vouloir te contacter, les profils atypiques. Comment Ben, on fait pour travailler? j'ai une consultation au cabinet. Il y a une formation que je donne, mais plutôt réservée aux professionnels médicaux, paramédicaux en octobre sur Uzès. Mm, Je vais en donner une avec Paul, mais pour les gens qui ont déjà fait au moins un peu de réflexe archaïque, parce que d'accord. ça permet d'aller plus vite. Et après, ben, cette interview et en fonction des demandes, ça peut m'inciter à créer quelque chose pour des parents, ouais, au moins de l'information. Ce sera top. Ce sera vraiment Ouais. top. Mais écoutez, mobilisez-vous dans les commentaires, demandez, parce qu'on en a grandement besoin. Merci beaucoup, Rémi. Euh, et puis, pour ces échanges, ces ressources, ces clés de lecture. J'avais vraiment hâte d'échanger avec toi et je pense que ça va être assez passionnant Ok, et ça va passionner. avec plaisir. C'était super, super stimulant. Merci bien. Génial. Avec plaisir. Merci à toi. Au Prenez soin revoir. de vous.